nous soyons tous réunis pour chanter en chœur bon anniversaire. Je ne connaissais pas cette chanson. Bon anniversaire, Mike. Merci. T'as au moins 25 ans, 30 ans. J'aurais bien aimé, oui. 26. Je suis de 81, Oui. donc j'ai 43. Oh, t'es jeune. Formidable. Plus tant que ça, hein, plus tellement. Hein. Et je vois d'ailleurs le différentiel avec les jeunes des années 2000. Et oui, ces petits jeunes que tu nous trouves d'ailleurs dans tes émissions. Commence à arriver, de ils VPTV. marchent sur tes pattes, etc. Voilà, tu Oui. vois. Tu es là, t'es leur grand frère en quelque sorte. Qu'ils s'inspirent de toi Bah, merci pour beaucoup, le hein, ça meilleur. me fait plaisir. Bonne émission Bonne et émission bon à toi, anniversaire. Mike, oui. Merci beaucoup. Ah, c'est très gentil. C'était une surprise, je ne l'avais pas vu venir. Bon, donc je vous re-salue, amis de Radio Courtoisie. Nous sommes là tous les samedis 10h30 midi. Je salue évidemment, comme toujours, nos prédécesseurs, Nicolas Stocker et Lara Stam du Libre Journal de Géopolitique Profonde. Ils étaient accompagnés aujourd'hui par notre ami François Martin. Excellente émission comme tous les samedis. N'hésitez pas à les réécouter en podcast et à vous abonner évidemment à la lettre de Géopolitique Profonde si ce n'est pas encore fait. Évidemment, je fais... Ah, qu'est-ce qui se passe? Bon, on a vu des échos. Donc, je salue aussi la réalisatrice Virginie, la sublime Virginie, qui est ici présente depuis 6 heures du matin, je crois, et peut-être même plus tôt, qui est là chaque samedi, qui réalise. Et enfin, l'homme à la plus belle écriture de Radio Courtoisie, Patrice, qui est là pour prendre vos questions, vos commentaires, parce que je sais que beaucoup de commentaires aujourd'hui. Alors aujourd'hui, l'émission est spéciale résistance, spécial média résistant. Mais pas média résistant français, mais suisse, parce qu'en Suisse aussi, il se passe des choses et on va apprendre ce qui se passe en Suisse, qui est un pays un peu qui n'est pas si libre que ça en réalité. On a eu par exemple l'incarcération de monsieur Alain Soral, 40 jours d'incarcération pour avoir dit d'une journaliste grosse lesbienne. Bon, un qualificatif pas sympathique certes, mais 40 jours de prison pour ces mots, ça fait quand même un peu beaucoup. Hein. On se demande de ce qui se passerait s'il avait dit plus. Peut-être qu'aurait-il dit 10 ans ferme, hein, c'est pas impossible. Donc je reçois aujourd'hui les amis d'Agora TV News, un superbe média qui est censuré, un média de réinformation, comme on dit ici en France. Et parmi nous, nous avons Didier Renac, Fred Chaumont et le big boss Patrick. Salut les amis, comment allez-vous? Est-ce qu'on les entend? Je sais pas, j'espère. Ça va bien, oui. Oui, voilà. On entend notre ami Didier. David. Et David n'est pas là, il m'a demandé d'être présent. Ah, bon, voilà, c'est aujourd'hui. Olivier. Moi, c'est Olivier. D'accord, bon, il est pas là. Exactement. Bon, bah, c'est Olivier à la place, mais c'est pas grave. Et Fred Chaumont. Donc voilà, vous êtes des patrons, enfin, vous êtes responsable des Agora TV News. Tiens, dites-nous un peu ce qu'est ce média. Ah ben, je vais laisser la parole à peut-être au plus ancien, qui est Olivier. Il a vécu la naissance. Oui, on a vécu ça effectivement avec les Gilets jaunes. David a beaucoup sillonné la France lors des Gilets jaunes et à cette occasion, eh bien, il a fait pas mal de reportages. Ensuite, on a décidé de formaliser un peu tout ça et de créer vraiment un média qui soit dédié en fait à la parole de ceux qui n'ont jamais. Parce que ça veut dire que ça manquait en Suisse. Ce type de média manquait aussi en Suisse. Ben, c'est-à-dire que dans tous les pays, je crois, les médias dits traditionnels ont ce problème pas seulement de la censure, mais aussi de l'omerta. Il y a des choses dont on ne parle pas dans les médias, et c'est pour faire un petit peu, pour donner la parole à ceux qui avaient des choses à dire, qu'on a vraiment ouvert ce média, on a couvert beaucoup de manifestations, puis est arrivé le Covid, le fameux Covid. Et c'est vrai que du coup, il y avait beaucoup de personnes qui souhaitaient s'exprimer. Il y avait encore plus d'omerta qui se faisait place dans les médias.
Donc ça a trouvé tout son sens à ce moment-là. Et c'est vrai que c'est un média complémentaire, un média alternatif peut-être. Voilà, on essaie quand même de faire un travail journalistique de fond. En tout cas, moi, j'essaie vraiment de sourcer toutes les choses que je mets. On donne aussi la parole assez librement à pas mal d'acteurs. Et puis, c'est vrai qu'on a aussi voulu faire un média citoyen, c'est-à-dire qu'on a eu des gens comme Didier qui sont venus nous rejoindre aussi, Frédéric, Mike aussi, en hommage à lui, une pensée pour lui, qui était très présent sur notre média aussi. Donc, pas ce Mike-là que vous entendez aujourd'hui, c'est Mike, votre voix, qui nous a malheureusement quittés pour des cieux différents. Et donc, on a aussi Rafi, qui lui aussi a des petits problèmes de santé, qui peut pas nous rejoindre aujourd'hui. Mais c'est un média citoyen, un média de terrain surtout. C'est vrai que moi j'ai beaucoup été sur les manifestations. J'ai filmé des manifestations juste à la sortie du Covid. Il y avait Black Lives Matter. Voilà, c'était des grosses manifestations alors qu'on venait de passer dans le confinement, qui étaient finalement tolérées. C'était justement, comment ça s'est passé cette crise sanitaire en Suisse? Est-ce que vous aussi vous avez eu une forme de tyrannie sanitaire aussi est-ce que ça s'est passé un peu comme en France avec les passes, les obligations, etc.? Alors, on a un média qui couvre d'une part la Suisse et la France, donc on est dans le Grand Genève, on va dire, le Grand Genève même étendu. On a beaucoup voyagé en France. Moi, c'est vrai que pendant le Covid, j'ai fait des milliers de kilomètres pour aller documenter un peu tout ce qui se passait. Et en Suisse, les restrictions étaient peut-être un peu moins dures, mais pas moins tordues et surtout changeantes. En permanence, on avait vraiment une police qui se mettait en place, les contrôleurs des établissements publics, on avait la police du train qui tout à coup se trouvait... La police du train, d'accord. La police du train qui tout à coup devait contrôler les masques. Alors là, en général, la police du train en Suisse est assez calme, il y a quelques personnes en état d'ébriété qu'il faut gentiment écarter, quelques personnes peut-être qui n'ont pas payé leur billet, mais donc c'est un travail assez épisodique. Et là, tout à coup, il y avait tous ces masques à contrôler. Alors, c'était une nouvelle mission pour eux. Et certains l'ont vraiment pris à cœur. Les Suisses, quand ils font quelque chose, ils prennent ça très à cœur. Et on peut craindre pour des heures noires si c'était plus grave que le Covid. Cher Didier? Oui, il faut... la Suisse, c'est un pays, il faut jamais oublier que les racines de la Suisse, c'est un pays protestant. Moi, je suis toujours intéressé par l'histoire, les racines des peuples et de savoir pourquoi certains réagissent d'une certaine façon, puis certains... la Suisse est un pays très obéissant. La Suisse est un pays qui a fait énormément confiance à son gouvernement pendant des centaines d'années, j'allais dire. Enfin, depuis quasiment le Grutli, qui est la fameuse réunion des cantons primitifs pour former la Suisse. Donc, ils n'ont jamais cru que leur gouvernement pouvait les manipuler ou leur mentir. Donc les Suisses ont obéi. Et puis il y a eu une prise de conscience, il y a eu des réveils qui se sont faits parce que c'est allé trop loin en fait. Et les Suisses sont des gens qui réfléchissent beaucoup, qui se posent des questions. Mais par rapport aux Français, ils aiment pas trop la confrontation. Donc ils sont restés très discrets, mais ils n'en pensaient pas moins. Donc il y a eu cette espèce de, opposition entre ceux qui disaient je porte le masque mais je sais qu'on se fout de ma gueule, ceux qui disaient non, faut obéir, le gouvernement fait au mieux, et puis toute une population, notamment beaucoup plus la Romandie, la Suisse française, qui est plus proche évidemment des Français en termes de mentalité, de comportement, et qui a tendance tout de suite à réagir, mais c'est toujours très soft, très doux, très poli, très correct. Il n'y a pas de violence en Suisse. Et les gens vivent calmement. Simplement, il s'est opéré exactement la même chose, c'est que les conséquences, c'est qu'il y a eu des scissions. Et quand on parle de la censure, c'est clair que les familles se sont censurées entre elles, les enfants ont censuré les parents ont censuré, mais tout ça très discrètement, j'allais dire presque sournoisement.
avec des messages, comme le disait Olivier, très contradictoires les uns les autres, très différents de jour en jour, ce qui fait qu'il y a eu une espèce de dystopie totale, une déconnexion mentale où les gens ne savaient plus où ils en étaient, et en fait, pour pas prendre de risques, ils ont fini par entre guillemets obéir, mais à contre-cœur, en sachant que il y avait quelque chose qui était pas clair. Et puis il faut pas oublier non plus que la Suisse, c'est quand même l'endroit où il y a le plus d'entreprises pharmaceutiques au monde. La Suisse, notamment Genève, il y a Gavi, il y a l'OMS, il y a l'ONU. Oui. Il y a Klaus Schwab. Oui. Klaus Schwab habite en Suisse. On a que des amis en Suisse. Donc il y a tout ça réuni en fait parmi les Suisses qui réfléchissaient, qui se posaient des questions, avec lesquelles d'ailleurs on s'est rencontrés, on a échangé, etc. Bon, il y a eu une vraie scission avec certains, et puis d'autres qui étaient d'accord ou pas d'accord, mais il faut jamais oublier que la Suisse est née de quelque chose de consensuel. La Suisse, c'est le pays du consensus. C'est sûr. Mais c'est ça, cher Fred, c'est que la Suisse, c'est un peu là où tout se passe en réalité pour les mondialistes. Vous m'entendez, Fred ? Oui, mais comme je voyais pas apparaître, bonjour à tous, et puis je vais commencer par le début, évidemment. Bon anniversaire, Mike. Ah, merci. C'est vrai. Voilà, ce que je voulais dire, c'est que la Suisse, c'est un peu c'est là le milieu de la matrice, quoi. C'est le centre de la matrice même. Oui, on est au milieu, alors que moi, je vois ça d'un œil un peu plus extérieur, du fin fond des Cévennes, donc en France. Donc moi, je ne suis pas en Suisse. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de frontières et pas de distance avec Internet, sauf peut-être prochainement si on nous fait le sale coup de nous couper l'Internet. Et ça, c'est ce que je crains le plus. Je n'ose pas imaginer la cacophonie, le chaos dans lequel on va se retrouver si du jour au lendemain on se retrouve sans Internet, c'est-à-dire sans moyen de communication, sans moyen de logistique au niveau des entreprises, sans moyen de payer quoi que ce soit dans un commerce. Enfin, je sais pas, il faut essayer d'imaginer le tableau. Et Klaus Schwab nous avait averti depuis longtemps là-dessus. J'espère qu'il ne mettra pas à exécution Vous pensez que c'est possible, ce genre de mainmise. Eh bien oui, bien sûr, c'est possible, pourquoi pas. Donc chaque pays maîtrise parfaitement ses connexions, comme par exemple en Corée du Nord. Vous ne pouvez pas communiquer avec eux. C'est quand même la volonté de Kim Jong-un, quelque part. Donc il y a bien sûr des possibilités. Et puis regardez ici, on n'a plus accès à Kronbunker. On peut couper des secteurs. Non, c'est pas Kronbunker, c'est une autre plateforme. Rumble, pardon. Oui, Rumble, merci. Et donc oui, ça c'est tout à fait possible. Et je fais confiance à Thierry Breton pour nous couper tous les boutons, parce que lui, il est en rage, quoi. Il veut vraiment nous faire taire tous. Et moi j'ai un gros défaut. Je pense que beaucoup de gens l'ont constaté. J'ai pas la langue dans ma poche et ça m'a valu bien des déboires. Donc c'est vrai que la garde à vue, je connais. La mise en examen, je connais aussi. Vous étiez en garde à vue ici en France. Vous avez été en garde à vue. Pourquoi ? Oui. Donc c'était à l'occasion d'un site qui était paru sur Internet qui s'appelait les dossiers du Rocher à Monaco. Je faisais des vidéos avec un certain Garofalo. Il m'avait demandé à l'occasion de retransmettre un site HTTP sur un autre espace HTTP. Donc le site avait été fait dans les règles, de façon tout à fait correcte, en respectant les règles de la FNIC. Et donc pour moi, ce site n'avait rien de mauvais, quoi. On n'est pas dans le dark web, d'accord ? Et il m'avait demandé de mettre tout ce site sur un autre espace. Et selon la justice, il y avait dans ce site des documents piratés, etc., dont je ne suis pas sûr du tout. Mais bon, voilà, je me suis exécuté pour rendre service à ce monsieur, et j'ai donc installé le site sur un autre espace. Et ça m'a valu effectivement la visite de 4 policiers à 8 heures du matin à mon domicile, perquisition complète, vidage des ordinateurs, donc les disques durs, etc., de mon entreprise. Ils ont absolument tout vidé. Ils m'ont embarqué sur Montpellier, et puis après, c'est parti pour un petit voyage à Paris. Ça n'a pas été rigolo du tout, donc interrogatoire, mandat de dépôt, etc., vraiment la totale. Et puis voilà, après, une fois revenu, contrôle, mise en examen, donc un contrôle judiciaire,
Ça fait maintenant plus d'1 an et demi que toutes les semaines, je m'en vais à la gendarmerie pour aller signer à la gendarmerie comme tout bon gangster qui se respecte, je Tout dirais. ça pour un site internet? Absolument, oui. Et alors, un site internet, je tiens à préciser que on m'accusait de recel de documents, en fait, de documents qui n'avaient pas à être en ma détention. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce site, qui avait donc été fait dans les règles par un certain Patrice Pastor, paraît-il, mais ça, je n'en ai pas la confirmation, c'est la version officielle, ce site contenait des documents qui étaient automatiquement téléchargés par toute personne qui allait simplement visiter ce site. Donc, n'importe qui est allé visiter ce site était aussi coupable que moi, puisque quand vous allez sur un site, vous téléchargez, sans le savoir, des documents, des écrits, des images qui se mettent directement dans un dossier temporaire de Windows. Si vous êtes sous Windows, après sur Mac, bon, il y a d'autres dossiers temporaires qui stockent ces documents. Dès lors, vous pourriez aussi être coupable de recel de documents illégaux. C'est fou. On se demande dans quel pays nous vivons. Bon, là, vous pour le coup, c'était à Montpellier. C'est la France. Mais c'est vrai que c'est la France. Mais en Suisse, on n'est pas très loin de ça, cher Olivier. Ah oui, ça c'est vrai. Oui, en Suisse, c'est vrai que le Suisse, c'est un peu le pays de l'illusion, hein, dans le sens... Oui, parce qu'en France, on a l'impression que la Suisse, c'est la démocratie directe, c'est libéral, voilà, c'est la liberté. En fait, c'est une image d'Épinal que l'on a ici. Non, en Suisse, c'est très amusant, parce que c'est vraiment un pays de l'illusion qui permet effectivement à beaucoup de gens d'être tranquilles et discrets dans ce beau pays. On peut voir les montagnes derrière Didier, les nuages, tout est beau, le ciel est bleu, c'est fantastique. On a une constitution, alors déjà on dit que c'est une confédération, depuis 1848 c'est une fédération de cantons, ce n'est plus une confédération puisqu'on a quand même un gouvernement central qui prend des décisions. On a une constitution suisse, alors c'est intéressant, il y a l'article 17, est-ce que c'est un hasard? C'est sur la liberté des médias où on dit que la censure est interdite, la liberté de la presse, de la radio, de la télévision, ainsi que des autres formes de diffusion, de production et d'information ressentissant aux télécommunications publiques est garantie. Ça sonne bien, hein, c'est beau, c'est chouette, on se dit on est vraiment dans un beau pays. Et en fait, on se rend compte que c'est pas tout à fait le cas. On a eu, si on revient sur le Covid, on va devoir fermer tous les établissements publics. Pas de problème, on va vous faire des prêts à taux 0%. Comme ça, vous pourrez tenir, voyez, si vous devez fermer. Mais c'était des prêts, d'une part, puis le taux 0%, c'était pour une année. Après, à tout moment, le Conseil fédéral pouvait revoir ce taux. Et d'ailleurs, 3 ans après, il l'a revu à 1,5%. Mais au-delà de ça, aujourd'hui, tous les établissements publics, en tout cas la moitié qui ont fait des prêts à ce moment-là, payent encore leurs prêts du Covid. Donc en fait, c'est la population qui supporte toutes ces fermetures, qui supporte tout ça. Et on est vraiment dans ce pays de l'illusion. On a l'impression qu'il y a de l'argent, tout va bien, il y a une administration qui fonctionne, tout le monde réagit. Mais dans les faits, on est vraiment dans quelque chose de très différent. Et je pense que c'est une belle opportunité pour les Suisses de comprendre, de se réveiller, comme on pourrait dire aujourd'hui, et finalement de trouver ce qui ne va pas dans ce pays, ce qui dysfonctionne. Parce que dans un pays comme la France, c'est vrai que c'est beaucoup plus visible. On a effectivement des gardes à vue, des choses très visibles qui sont choquantes et qui sont méprisantes pour la population. Mais en Suisse, on a l'impression que tout va bien. Et même les Suisses ont cette impression. Même les Suisses ont cette illusion que c'est la plus belle démocratie du monde. Dans les faits, on sait que, par exemple, le vote par correspondance, quand on en parle en France, c'est quelque chose qui abasourdit un petit peu les Français parce que c'est quelque chose d'interdit en France par la loi. Puis quand vous parlez de vote par correspondance aux Italiens, ils éclatent de rire. Je veux dire, ils disent, mais comment ça? Vous votez, vous mettez votre truc 3 semaines à l'avance dans une boîte aux lettres et vous croyez que votre vote va être pris en compte. Donc on est vraiment dans un système illusoire et c'est très intéressant à observer. Je pense que c'est assez unique dans ce monde. Justement, tiens, cher cher Didier, comment va la démocratie suisse? Tiens, parlez-nous-en peut-être démocratie suisse. Alors, l'explication d'Olivier est excellente, mais n'oublions pas que chaque pays, et notamment la Suisse, pendant la période Covid, a mis en place une loi d'urgence qui leur donne absolument tous les pouvoirs. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une urgence? Eh bien, c'est à l'appréciation des parlementaires. C'est-à-dire qu'ils sont tous d'accord pour dire que il est urgent de couper les réseaux pour que les gens arrêtent d'être, comment on pourrait dire,
manipulés par des gens qui disent des choses qui ne leur conviennent pas, eh bien, ils peuvent parfaitement décider et utiliser cette loi d'urgence qui leur donne absolument tous les pouvoirs jusqu'en 2030. Pourquoi 2030 ? Ça, on le saura peut-être en 2030, à moins qu'elle soit prorogée d'ici là. Donc, il y a eu des choses aberrantes mais c'est pas la première fois que la Suisse vit ça. Si on relit l'histoire, dans les années 1950, juste après la guerre, la Suisse a failli aussi mal tourner, et c'est grâce à un juriste qui s'appelait Giacometti qui a réussi à créer un référendum pour justement rétablir toutes ces libertés, parce qu'en fait, on vit sur l'histoire de la Suisse et sur l'origine des Suisses avec cette fameuse fédération, consensus qui réunissait tout le monde, qui faisait que tout le monde se respectait, et en fait, sournoisement, tranquillement, pas vite, il y a des choses qui se sont mises en place. Donc, il est clair qu'on a encore la capacité à créer des référendums, à créer des votations, à créer des initiatives, etc., etc. Mais ça arrive au bureau de la chancellerie, et puis s'ils ont envie de dire que OK, il y a les 100 000 signatures, comme dernièrement, ça s'est réuni pour une prochaine votation, mais ils peuvent parfaitement décider que la date de la votation sera dans 2 ans. Voilà. Donc, effectivement, il y a eu 100 000 personnes qui ont signé pour une votation, mais ça reste quand même le fait du prince qui décidera à quelle date on aura l'autorisation de voter. Et avec toujours, comme disait Olivier, la possibilité de voter par correspondance 3 semaines à l'avance, avec un système de vote par correspondance qui s'appelle Dominion et qui appartient à Poste Suisse. Donc, il faut bien regarder l'image générale avec toutes les interactions de toutes les organisations et de tous les individus dans le système. Et on verra très bien que, c'est vrai que quand quelqu'un est élu, qu'il a ce que j'appelle vulgairement le nez dans le fromage, avec des rémunérations qui sont en Suisse très importantes, avec des conditions salariales et notamment de retraite qui sont aussi très intéressantes. Si on lui fait gentiment comprendre que s'il insiste dans la mauvaise direction, il pourrait se faire ostraciser, ça calme, c'est clair, parce que vous avez aussi des tas de gens qui ont des crédits sur le dos, qui ont des dettes, qui ont des familles à nourrir, et ils sont pris dans le jeu. Ceci dit, l'histoire de la censure, elle remonte à la nuit des temps. Hein. On n'est pas les premiers à la subir, et on sait très bien que dans tout ce genre de situation, il y a des excès, et puis ensuite, il y a des effondrements, parce que les mises en place de dictatures, c'est pas nouveau. Copernic l'a subi face à l'Église, a été l'un des premiers, à mon avis, grands centres de censure dans le monde romain. Donc, je crois pas qu'il y ait raison de s'inquiéter à une seule condition, c'est qu'effectivement on comprenne, on s'éveille, on accepte la confrontation de ceux qui sont pour, de ceux qui sont contre, parce que tout ça, ça fait réfléchir tout le monde. Et c'est ce qu'on a essayé de faire d'ailleurs avec Agora. On a invité des gens qui étaient contre pour venir s'exprimer, mais ils sont pas venus. Donc qui par exemple? Alors, j'ai pas la liste exacte. Je pense qu'Olivier doit certainement. Olivier, qui par exemple n'est pas venu, n'a pas voulu s'exprimer sur vos plateaux? Alors, c'est sûr qu'en Suisse, Agora, c'est le média où ne pas aller. On a même des gens où on a vraiment même des gens de la résistance qui ne souhaitaient pas s'exprimer sur Agora pour leur image. Je prendrais un médecin qui est devenu célèbre pendant le Covid. Je dirais pas son nom ici parce qu'on va protéger quand même les gens. Est-ce que c'est un professeur? Non, c'est pas un professeur, mais voilà, c'est un médecin. Voilà. Donc nous, je pense qu'on n'en tient pas rigueur forcément. La possibilité effectivement de pouvoir recevoir les gens. On avait un studio pendant longtemps aussi. Ça a créé des très bonnes dynamiques et je pense que ça permet vraiment de discuter les choses et d'avoir une autre voix. Ça permet en fait aux citoyens de pouvoir se faire un avis éclairé. Parce que c'est un petit peu la difficulté avec les médias en Suisse. Pendant très longtemps, on avait des médias encore assez divers. Maintenant, gentiment, ça se concentre un peu comme en France. Et c'est vrai qu'on a une voix unique, notamment pendant cette période du Covid. Ça a été vraiment, ça a même été reconnu a posteriori par un des conseillers fédéraux. On n'avait qu'une seule voix finalement. Bien sûr. Une voix.
Mais Donc c'était du dites-moi, cher, lavage de cerveau. dites-moi, cher Fred, donc vous qui êtes de France, vous êtes dit, bah écoutez, il faut aussi collaborer avec nos amis suisses et faire entendre une voix, j'imagine, c'est ça. C'est pour ça aussi que vous travaillez, vous êtes aussi vous-même sur Agora TV Oui, News. tout à fait. Oui, actuellement, moi, il y a la chaîne Jasper Madère que j'ai créée en 2012 et qui était essentiellement dédiée à l'information sur les énergies libres notamment, la fusion froide, etc. En très très gros résumé, on sait qu'aujourd'hui, on pourrait avoir l'énergie gratuite si on le voulait. Mais évidemment, il y en a qui ne le veulent pas. Ça, c'est pour la petite histoire. Mais effectivement, il me paraissait naturel de me joindre à Agora TV sur des événements sur lesquels nous étions absolument en osmose. C'est vrai qu'on est d'accord sur pratiquement tous ces points. On sait ce qui est en train de se passer, c'est catastrophique. Et là, dernièrement, on a fait une vidéo, ce matin d'ailleurs, concernant la fameuse adhésion à l'Union européenne, que les Français n'ont pas voulu et qu'on leur a infligé de force. Voilà. Ça, déjà rien que ça, il était temps qu'on puisse enfin dire, c'est pas normal, les Français veulent pas, on leur impose. Mais il fallait trouver la faille. Et alors maintenant, ça reste à confirmer, parce qu'on n'a pas encore toutes les sources permettant de l'affirmer mordicus, qu'effectivement cette adhésion n'aurait pas été ratifiée. Donc ça c'est à confirmer. Mais n'importe comment, on le sait, tout le monde le sait, les Français ont dit non en 2005. Et donc évidemment, Sarkozy 2 ans plus tard nous l'a mis. Je vais pas plus loin. Et ça, c'est vraiment, c'est dégueulasse. Il n'y a pas d'autre terme. Je veux dire, c'est clairement un déni de démocratie. Il est flagrant. Et rien que ça devrait réveiller les gens. On a du mal pourtant. La chaîne Jasper Madère a été complètement bannie de YouTube. Ça fait maintenant 3 ou 4 ans. Agora TV avait 3 ou 4 chaînes qui ont été l'une après l'autre complètement strikées. Donc, on est vraiment interdit de séjour sur YouTube, Agora ou Jasper Madère. Et pour des motifs vraiment fallacieux. On nous envoie des petites notifications vraiment qui n'ont aucun sens, mais vraiment c'est peut-être des mots qui auraient été utilisés de travers, etc. Le mot vaccin, c'est vrai, est interdit. Ça, vous êtes directement straqué. Beaucoup de gens l'ont compris et ils utilisent d'autres mots à la place. Mais je sais que notre ami Antoine Putita, par exemple, a aussi beaucoup de problèmes par rapport à ça. Antoine Putita de l'Alliance Humaine. Alliance Humaine, voilà, avec Christophe Charret, une chaîne que je recommande parce que ce sont des sacrés bosseurs aussi. Mais bon, eux, ils ne font pas que ça en plus. Mais je tenais quand même à leur rendre hommage parce qu'ils font un travail remarquable. Et je pense que la devise que nous devrions tous adopter dorénavant, c'est vraiment se fédérer et s'unir, parce qu'aujourd'hui ça devient plus qu'urgent. On est face à une situation qui a priori invaliderait l'adhésion de la France à l'Union européenne, et rien que ça invaliderait évidemment tout l'aspect administratif, l'aspect comment dirais-je du gouvernement, tout serait invalidé, tout, parce que tout ce qu'on fait depuis des années maintenant au nom de l'Union européenne, qui décide de tout, n'aurait plus aucune raison d'être. C'est quand même énorme. Donc maintenant, il faut voir un petit peu. Il faut. Alors tiens, j'ai une question d'auditeur à l'un de nos amis suisses. Que fait l'UDC pour s'opposer aux mesures liberticides? Tiens, l'un de vous deux voudrait répondre? Didier ou Olivier, oui. Ouais. Olivier, tu veux donner ton point de vue? Je donnerai le mien après, si tu veux. Allez-y. Oui, l'UDC fait ce qu'il peut, je dirais. Ça reste un parti majoritaire en Suisse, minoritaire dans certains endroits. C'est un parti qui a été descendu dans les médias concrètement comme un parti d'extrême droite, gentiment. Donc il y a quand même toute cette pression sur ce parti. Et puis la politique en Suisse, c'est quelque chose de très lent. Didier en a parlé tout à l'heure, il y a cet esprit de consensus toujours. Donc toutes les choses mettent longtemps à arriver. Et puis il y a des sujets qui sont complexes, qu'on ne veut pas forcément aborder, qu'on ne veut pas forcément amener sur le devant de la scène. Donc voilà, bien sûr, il y a une voix un petit peu contre ces interprétations liberticides, mais elle reste une petite voix. Et on a d'autres partis qui sont très puissants aussi et qui souvent donnent le ton.
En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que compte tenu de toutes ces censures qui existent, sur la censure, moi je dis de toute façon, comme je le disais en préambule, tout a été fait pour qu'on soit censuré en famille, censuré dans les entreprises, censuré entre les amis. En fait, le but, c'est de censurer les relations, de censurer la vie, et puis je vais même plus loin, c'est de censurer la spiritualité. Et donc, il faut voguer, si j'ose dire, il faut naviguer à travers ça. Et pour un parti comme l'UDC, il y a des sujets qui peuvent aborder frontalement, et puis il y en a d'autres, ils ne peuvent pas parce qu'ils seront censurés, ils seront montrés du doigt et ils seront ostracisés. Et s'il y a quelque chose que le Suisse n'aime pas, ce sont les extrêmes, l'extrême gauche ou l'extrême droite. Le Suisse, il aime justement qu'on s'entende. Mais ceci dit, il faut reconnaître que l'UDC a un rôle de réveil, d'éveil. C'est-à-dire que grâce justement à quelques messages qui font passer peut-être de plus en plus souvent et de plus en plus fort, c'est que les Suisses commencent à prendre conscience de ce qui se passe. Et puis c'est vrai qu'avec en ce moment le fameux traité de l'OMS, c'est sûr que il y a quand même fondamentalement chez les Suisses cette volonté, cette croyance que l'on doit être indépendant, que l'on doit être neutre, et beaucoup et de plus en plus n'ont pas du tout envie qu'il y ait une emprise d'un pouvoir extérieur sur leur pays. Voilà. Et on est dans cette espèce de chaos en ce moment où les gens se disent « Ouais, mais si on rentrait dans l'UE, on aurait des avantages. Oui, mais si on rentre dans l'UE, on va partir en guerre. Oui, mais si on va être soumis. Oui, mais on n'aura plus nos lois. Oui, mais il y a des lois de l'UE qui nous intéressent. » Enfin, c'est un gros bazar. Et il y a pas de débat. C'est-à-dire que les Suisses ont une envie de rentrer dans l'Union européenne ? Alors, elles y sont de fait par des traités qui n'ont jamais été présentés ni au Parlement, ni à la population, notamment le PPPE, je crois, ou le PPP. C'est une association qui dépend de l'OTAN, qui est le Pacte pour la paix, si ma mémoire est bonne, qui a été signé il y a bien longtemps par les gens qui étaient au Conseil fédéral et qui déjà rejoignait et permettait à la Suisse de suivre l'OTAN. Il y a plein, et ça il faut le lire et il faut regarder avec des experts en la matière, il y a plein d'accords qui ont été signés, ce sont à chaque fois des petits accords, exactement comme ça existait autrefois dans ce qu'on appelait la communauté économique européenne, où chaque pays avait des accords avec les autres en fonction de leurs besoins, en fonction de leurs capacités, en fonction de leurs talents, etc., ce qui leur permettait de travailler ensemble. Eh bien, la Suisse a déjà énormément d'accords de ce type qui sont signés, mais signés pas seulement avec les pays européens, signés aussi avec l'OTAN, avec l'OMS, etc. Donc, il faut vraiment creuser et les Suisses, ayant fait très très confiance à leur gouvernement, et il y en a encore beaucoup qui font confiance, parce que j'en entendais même il y a 15 jours qui disaient « mais ils ont fait au mieux, mais ils ont fait ce qu'ils pouvaient ». Voilà, donc les gens sont quand même endormis, et avec tout ce qu'on a subi comme censure et comme différents types de messages dans tous les sens, eh ben il est évident qu'ils savent plus où ils en sont. Donc quand on sait plus où on en est, on s'en remet au père, parce qu'en fait ce qu'il faut bien aussi prendre en considération, c'est que depuis des centaines d'années, la politique est maniée, si je fais un parallèle avec la psychologie et les états du moi et l'analyse transactionnelle, eh bien tous les peuples ont été manipulés, orientés à être des enfants soumis, et les gouvernements des parents normatifs. C'est-à-dire que on s'occupe de vous, on vous nourrit, on prend soin de vous, on vous donne des subventions, on vous laissera pas tomber, etc., etc. Mais il y a 3, 4, 5 générations qui ont vécu ça. Donc, c'est rentré dans l'ADN des gens, et ça veut dire que être des enfants rebelles et dire non, vous nous avez menti, ça veut dire aussi rejeter le père, et c'est pas simple sur le plan psychologique. Donc quand Frédéric dit il faut s'unir, il faut être tous ensemble, et je suis complètement d'accord avec lui, je l'ai écrit dans mon parce que Frédéric, faut se dire les choses, il y a une forme de désunion. J'ai reçu même la semaine dernière deux citoyens, Martin Loisillon et Jean-Marc Tran, qui justement lançaient un appel à l'union, en tout cas en France, entre Monsieur Lassino, Monsieur Philippot, Monsieur Kuzmanovic et tous les autres, Monsieur Dupont-Aignan. Voilà, on voit que sur les témoignages de nos amis suisses, que en réalité, partout en Europe, en tout cas en Occident, ceux qui résistent sont désunis, malheureusement.
Oui, absolument. C'est ça c'est vraiment, et Frédéric a parfaitement raison, c'est le point fondamental. Le jour où on comprendra que tout ce qui se passe sur les réseaux, que ce soit les fact-checkers, que ce soit les réseaux indépendants, que ce soit les médias mainstream, tout est fait pour nous diviser et nous monter les uns contre les autres. Qu'est-ce que vous en pensez, Fred? Oui, c'est tout à fait vrai, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi ce qu'on nous montre. Et ce qu'on nous montre qui n'est pas la réalité, je fais allusion au nombre de vues qui sont sur, par exemple, sur Odyssée, la chaîne d'Agora. Chacune de nos vidéos fait maintenant 4, Agora 5 News vues. TV est sur Odyssée. Voilà, si vous voulez rejoindre, Oui, voilà, sur tout à Odyssée. fait, oui. Très bien. Et donc ça, c'est celle qu'on utilise le plus, mais 4-5 000 vues par vidéo, c'est pas beaucoup. Les mêmes vidéos que je mets sur tvs24.ru, donc la plateforme russe, les mêmes vidéos vont faire entre 80 000 et 100 000 vues. Là, je remplis un stade de France, d'accord? C'est sûr. Alors, et pourquoi? Est-ce que ça veut dire que les Russes préfèrent les vidéos en français? Je sais pas. Il faut peut-être analyser. Que veulent dire ces compteurs qu'on nous inflige en France? Que ce soit sur CrowdBunker, parce que c'est pareil, CrowdBunker, on va faire 5-6 000 vues, 15 000 vues dans le meilleur des cas. Et là, c'est toujours pareil, des petites. C'est pour nous faire croire, je pense, que en réalité, on n'est pas très écouté. Mais pourtant, de plus en plus, je constate dans la rue que Frédéric Chaumont, on commence à le connaître. Et c'est pas avec 5 000 vues que ça peut se faire, ça. Donc voilà, 100 000 vues, entre 80 et 100 000 vues à peu près sur TVS 24. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, cher Frédéric, que contrairement à ce que dit Olivier et Didier, malgré tout, les peuples commencent à se réveiller. Ah, ça c'est sûr, mais il faut surtout pas qu'on le comprenne. Et c'est en ça que je pense que, évidemment, les compteurs sont truqués. D'ailleurs, même pour les fameux likes qu'il y avait sur YouTube, je me souviens que souvent, les likes étaient remis à 0. Alors moi, j'avais moi-même mis un like sur une de mes vidéos, donc OK. Je vois que le compteur est à 0 et je décide d'enlever mon like. Et ça passe à -1. Ah. Donc, sur une de mes vidéos, j'ai eu effectivement -1 like, simplement en retirant mon like. C'est parce que c'est bidon. C'est complètement bidon. Ils truquent complètement les compteurs. Et rien que c'est-à-dire que le fait de truquer les compteurs, sachant que, faut se dire aussi une chose, on est en 2024 et l'Internet a pris une place prépondérante. Donc, les visions idéologiques se font aussi sur Internet. Et donc, le fait de truquer ces compteurs, c'est une façon de dire aussi que les visions que l'on pourrait porter n'existent pas, c'est ça? Oui, pour nous décourager, bien sûr. Parce que quand on fait 2 ou 3 000 vues, on se dit, oh là là. Par contre, moi, quand je vais sur TVS 24, je me dis, wow, c'est bon, ça, 80 000, 100 000, c'est là, je sais que je ne travaille pas pour rien. Voilà. Parce que, comme beaucoup d'entre nous, on est des bénévoles, ça ne nous rapporte rien, ce qu'on fait. Mais vraiment rien. Notre seul moteur, c'est forcément ça, ce sont les vues. Si on nous enlève ça aussi, on va se dire, on travaille pour rien. Et grâce à cette plateforme russe, moi, je sais en tout cas que je le fais pas pour rien. Ça, c'est une certitude. Donc, je continue. Et vous aussi, allez-y, Didier. On le voit bien dans les réunions publiques, lorsqu'on se déplace. On s'aperçoit qu'en fait, on a très très peu de vues, mais comme le dit Frédéric, il y a des gens qui nous connaissent et qui nous reconnaissent. Donc, et je crois qu'aujourd'hui, pour se réunir, il va falloir reprendre l'habitude, avant qu'on nous enferme à nouveau, de se réunir et de se regrouper. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vécu tous ce phénomène-là avec la crise Covid. On a eu des tas d'amis ou des tas de relations qui ont disparu, mais il y en a des nouveaux qui sont arrivés, beaucoup plus sincères, qui étaient sur la même longueur d'onde que nous, sur la même vibration que nous, sur les mêmes convictions que nous. Il y a une espèce de nettoyage, comme si l'univers, en fait, nous réunissait et nous préparait. Alors, dites-moi, Olivier, comment, voilà, vous êtes administrateur de Agora TV News, donc cet excellent média que je recommande dorénavant sur Odyssée. N'hésitez pas à aller sur Agora TV News sur Odyssée. Et j'ai aussi une pensée pour Eric Montana de TVADP, qui est un peu qui a une chaîne un peu comme la vôtre aussi. Donc je salue Eric Montana de TVADP.
Et comment vous travaillez, cher Olivier? Voilà, comment vous montez une émission? Comment vous travaillez une information? Expliquez-nous. Le big boss d'Agora TV News, ça reste David. Hein, il n'est pas présent aujourd'hui. C'est lui vraiment, d'une part, le rédacteur en chef qui dit ça, c'est un sujet intéressant, ça, oui, on peut prendre ça. Voilà, il y a aussi une censure interne, mais tout à fait noble et réfléchie. Bienveillante, oui. Bienveillante. C'est-à-dire, vous avez un comité de rédaction, quoi, voilà. Exactement, mais il y a aussi David qui fait un travail énorme de promotion, de toujours être sur le terrain pour pouvoir promouvoir ce média, de toujours suivre les commentaires. Il y a beaucoup de commentaires, des fois qu'il faut un peu modérer. Donc, il fait un véritable travail de fond pour mettre en valeur ces contenus. Et je crois que chacun de nous, aussi bien Frédéric, moi-même, Didier, on apporte du contenu. Moi, j'aime bien avoir une certaine indépendance dans la recherche de mes contenus, de pouvoir travailler des choses de fond, de travailler le montage. Et puis ensuite, j'apporte un produit à peu près fini à Agora. Des fois, il y a des choses à couvrir aussi, des gens à aller interviewer, des paroles à donner. J'aime bien aussi des fois pouvoir donner des interviews qui ne sont pas coupées parce que le format Internet le permet aussi. C'est-à-dire que quelqu'un qui va parler pendant plus d'une heure, finalement, pourquoi le couper? Pourquoi en faire un montage de 10 minutes dynamique avec des lumières partout, alors qu'on peut avoir sa parole en entier. Et puis, c'est finalement l'internaute qui peut décider s'il veut tout écouter ou qu'un morceau. Donc, il y a vraiment ces possibilités-là que nous apporte Internet. Et aujourd'hui, je crois qu'on est vraiment dans cette grande illusion de l'abus de pouvoir, du déni de droit, parfois, où effectivement, on a une constitution qui dit que la censure est interdite, mais dans les faits, on voit qu'elle est autorisée, enfin, elle est pratiquée. On a des gardes à vue qui sont manifestement illégales, voire abusives dans d'autres pays. En Suisse, c'est beaucoup plus sournois, comme disait tout à l'heure Didier. J'ai ce courrier qui était venu dans ma boîte aux lettres en début d'année avec des menaces de plainte pénale. Qu'est-ce qu'il dit ce courrier? Tiens, dites-nous. Ils disent que voilà, nous avons appris que vous avez mené des interviews, 3 interviews, et c'est la fondation officielle de la jeunesse à Genève qui m'écrit que ces vidéos forment de fausses accusations de maltraitance d'enfants à l'endroit de la fondation officielle de la jeunesse et de ses éducateurs, causent une atteinte illicite à leurs droits, à la personnalité, sur le plan civil comme pénal. Donc, ils me demandent en fait de retirer sous 48 heures ces vidéos. C'est au moment où la chaîne Agora TV a été censurée par YouTube. Donc, est-ce que c'est eux qui ont fait une demande parallèle à YouTube de censurer cette chaîne ou pas? On le saura peut-être un jour. Pour l'instant, on n'a pas de certitude là-dessus. Mais disons, c'est des courriers comme ça à mon domicile personnel, d'avocats qui sont bien payés pour faire pression sans véritablement dire qu'est-ce qui pose problème, sans véritablement expliquer le pourquoi du comment. Et surtout, c'est des vidéos qui dénonçaient des maltraitances contre des enfants. Et plutôt qu'il y ait une réaction de dire « Oula, est-ce qu'il y a un problème? On va enquêter, on va regarder, on va mettre ça au clair. » Eh bien non, c'est des menaces de censure, c'est des demandes de retrait de vidéos. Et ça, c'est la réalité de l'illusion dans laquelle on vit. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je pense tout ça, c'est une opportunité. Et c'est une opportunité qui est grandissante et à un nombre de plus en plus grand de citoyens de vraiment justement se réunir parce que finalement, en Suisse en tout cas, le peuple est souverain dans le papier, sur le papier, et il doit maintenant exercer vraiment sa souveraineté. Ce traité de l'OMS maintenant, c'est une très bonne occasion de voir la souveraineté des peuples, dans quelle mesure elle arrive à s'opposer à une mainmise sur les conditions sanitaires qui pourraient être appliquées en cas de pandémie, comme ils aiment appeler. Et on a aussi vraiment toutes ces possibilités, notamment justement la protection des enfants. On a eu ce Covid, on a différentes choses qui font qu'aujourd'hui, en Suisse, on a une véritable liberté qui a été entretenue parce qu'elle n'a jamais été utilisée. Et c'est l'opportunité de l'utiliser vraiment. On a des politiciens qui sont accessibles. Vous pouvez aller devant le grand conseil d'un canton et rencontrer les politiciens. Vous pouvez les rencontrer à différents événements. Ils sont accessibles. Il n'y a pas 28 gardes du corps qui empêchent. On a un président de la Confédération que vous pouvez croiser dans Berne régulièrement. J'en ai croisé plusieurs dans ma vie. Et c'est vrai que c'est des gens qui sont accessibles, que vous pouvez interpeller. Alors, ça c'est la différence avec la France, pour le coup. Est-ce que c'est la différence Oui, parce que Macron, je ne pourrais pas l'interpeller, ni même un ministre quelconque. Hein. Ça, je peux vous le dire.
Mais Peut-être un de toute député façon, à la je pense rigueur, que et encore, faudra que ça reste une illusion d'accessibilité dans le sens où ils vont vous serrer la main, ils vont dire oui, 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 et puis derrière, quels sont les faits concrets? Je crois que c'est vraiment aujourd'hui aux populations, à la Suisse, à la France également, de trouver les moyens de reprendre cette souveraineté, car la politique, ça nous concerne tous. La vie civile, ça nous concerne tous, voire même la vie militaire nous concerne aussi. Quand on entend des gens qui sont des battes en guerre, on peut se demander dans quelle mesure est-ce que le citoyen n'a pas aussi son mot à dire dans tout ça. Et c'est vraiment ça l'apprentissage à faire, la rééducation, comme disait Didier tout à l'heure. On a plusieurs générations qui ont été entretenues dans cette illusion, et aujourd'hui c'est tout un réapprentissage, une nouvelle éducation à faire pour soi-même, pour nos enfants, et puis de prêcher par l'exemple aussi, en prenant d'un côté, par exemple, on a fait quelque chose de très confidentiel qui n'est pas paru sur Agora, mais on a créé des assemblées citoyennes, et il y a plusieurs assemblées citoyennes qui se créent comme ça, de manière très confidentielle, des gens qui se réunissent, qui parlent d'un problème, qui essayent d'amener des solutions, qui essayent après, avec ce biais-là, d'approcher les politiciens avec justement une approche un peu plus globale qui permet d'avoir un discours un peu plus équilibré, dans le sens où le politicien va dire « moi je peux pas m'occuper de cas personnels ». Là, du coup, on a quelque chose de plus global. Et c'est des démarches qui doivent être entreprises par les citoyens de partout. C'est un engagement, ça prend je vais du vous donner temps, la parole, cher mais c'est Didier, nécessaire. mais avant ça, le Bobido. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance. Alors, j'ai aussi une question pour vous, Didier, et vous allez aussi répondre, vous allez rajouter ce qu'a dit Olivier. Qu'est-ce que c'est exactement le nouveau traité de l'OMS? Si vous pouvez parce qu'on le connaît pas ici, j'imagine que vous l'avez mieux étudié que nous. Oui, j'en ai pas mal parlé. J'ai la chance, moi, d'avoir autour de moi pas mal d'amis qui sont à la fois des militaires, des avocats, des juristes, etc. Un peu dans la même veine que nous, dans la même dynamique que nous. Le traité de l'OMS, en synthèse, c'est une prise de pouvoir par l'OMS, c'est-à-dire que l'OMS demande aux pays de bien vouloir signer un accord selon lequel ils donneront les directives à appliquer en cas de pandémie. Et les directives, c'est-à-dire le confinement, le masque, la vaccination, etc., etc. Donc, en fait, c'est de donner pouvoir à un organisme sous prétexte de la santé, et c'est pour les pays la perte de leur souveraineté totale avec une remise de pouvoir à un organisme central qui est de plus, il faut le rappeler quand même, à 80% financé par le privé. C'est-à-dire qu'en fait, on assiste à une prise de pouvoir des organisations privées sur le public. 86%. C'est ça. Moi, j'allais dire 88, mais... On sait, à part Monsieur Gates, qui paye l'OMS? Oui, c'est même, je crois, alors j'ai pas tout en mémoire. En fait, Monsieur Gates paye, je crois, à 60 ou 70%, et le reste, c'est des bricoles. En clair, c'est lui qui a la main mise sur l'OMS. Par différentes fondations, hein. Il y a Soros et compagnie, mais en fait, ils ont multiplié ça par un certain nombre de fondations pour ne pas apparaître, mais quand on gratte, on voit très très bien que, comme dit Philippe de Villiers, suivez le fil de l'argent et vous aurez la vérité. Donc, c'est pas plus compliqué que ça. Sauf que la problématique fondamentale aujourd'hui, c'est que les populations, comme disait Olivier, n'ont pas été formées à réfléchir, à confronter, à étudier. Nous avons été formés à nous opposer les uns les autres. Nous avons été formés à être d'accord ou pas d'accord. Or, je crois qu'il est urgent, important, même si on n'est pas d'accord, de discuter de ces sujets-là en toute bienveillance pour pouvoir se transmettre les idées. Parce que, avec un petit peu de bon sens, si on écoute les médias mainstream, mettons que vous faites ça pendant une semaine et vous changez de chaîne régulièrement pendant la journée, vous allez vous apercevoir que c'est le même discours, ce sont les mêmes images, ce sont les mêmes mots, ce sont les mêmes structures de phrases. Ça veut dire qu'il y a au-dessus quelqu'un qui donne à ces fameux médias mainstream qui, soi-disant, sont pluriels. En fait, non, ils le sont pas. Ils ne font que relayer à leur sauce, avec un décor différent et des animateurs différents, le même message et le même discours. Voilà. Et c'est pour ça que j'invite les gens à dire, mais regroupons-nous. Allez écouter autre chose, découvrez autre chose et parlons-en. Vous avez le droit de pas être d'accord,
C'est complètement normal. Et on va vous accueillir parce que vous n'êtes pas d'accord. Et moi, je le vois parce que je le fais régulièrement, d'organiser des conférences sur d'autres thèmes, comme l'énergie libre, comme la permaculture, comme le quantique, etc., etc. Et là, on réunit des gens qui, en fait, s'opposaient par rapport à la Covid ou par rapport à l'OMS et des trucs mais qui, de ce fait, commencent à discuter ensemble sur d'autres sujets. C'est-à-dire qu'il faut arrêter de prendre des sujets clivants et il faut réunir les gens sur des sujets rassembleurs. Ça peut être la spiritualité, on a fait une soirée sur l'apocalypse, etc. Et ce qui est très important, c'est qu'on se renourrisse de l'essentiel, qu'on se renourrisse de philosophie, qu'on se renourrisse de spiritualité. C'est ça le lien qui va nous permettre, sans clivage, de pouvoir prendre conscience de ce qui se passe et surtout de travailler parce que c'est pour nos enfants, c'est pour nos petits-enfants, c'est pour le monde. Voilà. Moi, je suis assez optimiste parce que toutes les dictatures dans le monde se sont écroulées un jour ou l'autre et que la censure n'est en fait que la preuve qu'une dictature se met en place. Cher Fred, j'ai une question pour vous. Alors, d'auditeur, je suis d'accord avec vos invités sur le fait que le référendum de 2005 n'a pas été respecté. Après, mais il faut aussi tout dire. Sarkozy, lorsqu'il s'est présenté, a clairement annoncé qu'il ferait ratifier le traité et il a été élu. Ça, pour le coup, c'est vrai. La représentation nationale, Sénat et Assemblée nationale, a ratifié le traité à une majorité. C'est vrai qu'on a voté pour eux, malheureusement. La vraie question est la valeur d'un référendum par rapport aux décisions des représentants de la République et la cohérence du vote des Français dans la durée. Malheureusement, le débat public, ni le nombre de vues sur Internet ne pourra changer cet état de choses. Place à l'action. Parce que, tout simplement, le débat public n'a pas le droit de vivre en France. C'est aussi simple que ça. Les Français ont été très clairs avec 54%. Ça ne souffrait aucune discussion. Donc, pourquoi est-ce qu'après, 2 ans plus tard, en 2007, Sarkozy est allé nous imposer Lisbonne, là, le traité de Lisbonne, c'est quand même indécent, d'autant plus que les textes s'y référant sont quasiment identiques à ceux qui faisaient référence au fameux référendum de 2005. C'est le quasi identique. Donc il n'y avait aucune raison déjà de procéder de cette façon. Alors maintenant, il faut enfoncer le clou parce que c'est un truc qui est tout à fait inacceptable, tout comme le règlement sanitaire international est insupportable. Je veux dire, c'est quelque chose, le RSI, qui devrait mettre tout le monde debout. C'est tellement évident. Vous vous rendez compte qu'un seul homme va pouvoir, je m'excuse de revenir sur ce débat du RSI, mais c'est vraiment celui qui nous préoccupe le plus en ce moment. Ce RSI, c'est la possibilité pour un seul homme de prendre des décisions qui vont concerner le monde entier sur une pandémie qui n'aura même pas besoin d'être prouvée par des morts. Ça veut dire que même s'il n'y a pas de mort, on pourra déclarer... Expliquez-nous le RSI, parce que le RSI aussi est connu comme étant l'impôt que les sociétés doivent payer. Oui. Bon, ça, c'est encore autre chose. Le RSI, c'est le régime social indépendant en France. Oui, ça n'a rien à voir. Le RSI, en Suisse, pour l'OMS, c'est le règlement sanitaire international. Donc, c'est la possibilité pour l'OMS d'avoir la mainmise, comme le disait, je crois que c'était Didier, comme quoi on avait cette possibilité pour un seul homme de prendre des décisions unilatéralement et de se dire, je décide, par exemple, demain que suite à cette pandémie qui arrive, alors qu'elle n'arrive pas, de vacciner tout le monde de manière autoritaire. Et ça veut dire que là, ni les dirigeants du pays, ni les citoyens ne pourraient discuter là-dessus. Et tout le monde devrait être vent debout contre une situation comme celle-là. Et personnellement, moi je me sens si faible, si misérable de voir que personne ne bouge. Et alors j'essaye tant que je peux avec mon porte-voix d'arriver à sensibiliser les gens et de leur dire mais faites gaffe quoi, regardez ce qui se passe, regardez Tedros Adhanom Ghebreyesus, l'actuel chef de l'OMS, aurait ce pouvoir. Et en plus, c'est vrai qu'il n'a pas un passé très propre, ce monsieur. Déjà rien que ça, on devrait quand même se poser des questions, bon sang. Ça y est, on a abordé le sujet qui m'énerve. Je suis désolé, mais c'est terrible, c'est terrible. Voilà. Mais je crois qu'il y a une dimension de déni qui est très très importante. Les gens ont peur, les gens sont pris dans la peur.
et ils préfèrent ne pas en parler et ne pas aborder le sujet. C'est pour ça qu'il faut être accueillant, bienveillant, Oui. et de façon à calmer le jeu et à parler d'autres choses et qu'ils se rendent compte qu'en fait, c'est pas parce qu'on n'est pas d'accord sur certains points que ce sont des mauvaises Bien sûr, personnes. mais regardez, cet auditeur là qui fait ce commentaire, il a raison. Les Français votent à 55% contre la Constitution européenne et ils votent après à 53% pour Nicolas Sarkozy qui leur dit écoutez, moi la Constitution européenne, je vais la remettre en place par le biais d'un traité. C'est quand même antinomique, non? Oui, mais je pense que c'est... Excuse-moi, Olivier. Je pense que c'est justement... Nous sommes dans une pièce de théâtre et les gens ont l'habitude d'obéir au père. À partir du moment où il dit les choses, on obéit. Et on est vraiment dans une organisation théâtrale, si on regarde bien les choses, au niveau des médias, au niveau des prises de parole, au niveau des discours, etc., qui fait que les gens suivent. Quand on regarde les élections européennes qui vont avoir lieu et qu'on voit que les Français vont aller voter Front National, RN ou Zemmour, alors que en fait c'est chou vert et vert blanc et vert chou avec ce qui est déjà en place aujourd'hui, ça veut bien dire qu'en fait ils sont pris comme les lapins dans les phares quand ils sont pris dans les phares d'une voiture, ils sont complètement hypnotisés, hallucinés, et puis ils y vont absolument sans se poser, à la limite, sans se poser de questions. Ils veulent un changement, mais ils vont choisir un changement qui va être pire que tout. Et après, ils diront « Ah, on s'est fait avoir, bon, ok. » Et ça s'arrête là. Je pense que la conscience civique, la conscience spirituelle, la conscience humaine en a pris un grand coup depuis un grand nombre d'années, et les 3 dernières années, encore plus. Est-ce que, cher Olivier, ce grand coup est irrémédiable? Alors, c'est un peu le principe de la grenouille qu'on cuit doucement, hein. C'est vrai, quand on parle de 53 à 55%, déjà, est-ce que c'est vraiment des majorités? En Suisse, il y a eu des votations, c'est 50,1%. C'est juste basculé. Il y a même eu des votations dans certains cantons. C'était tellement proche à quelques voix près qu'ils ont dû recompter les voix et ça a basculé de l'autre côté. Donc, on avait une annonce d'une acceptation d'un sujet et puis tout à coup, non, finalement, c'était refusé. Donc, on est vraiment dans des choses où peut-être on devrait repenser qu'est-ce que c'est la majorité, parce que c'est la majorité des votants aussi, hein. C'est les gens qui vont voter. Donc, en Suisse, en plus, vous avez en moyenne, on va dire maximum 40% des gens qui vont voter. Donc, vous avez une majorité silencieuse qui ne s'exprime pas. Alors, on va dire oui, mais bon, de toute façon, ils avaient l'occasion de s'exprimer. Mais je pense que tout le concept de majorité, il devrait justement, quand on a des chiffres de 53, 55, 50,1%, être repensé. Est-ce qu'on doit mettre la majorité à 60, à 70%, 70, 80? La question reste ouverte. Quand je parle de grenouille qu'on cuit gentiment, on parlait tout à l'heure du Gavi, c'est la Global Alliance for Vaccination International, et il y a un accord qui a été fait avec le Conseil fédéral, donc directement avec l'exécutif suisse, qui date du 23 juin 2009 et qui donne l'immunité à cette organisation. Et ça, c'est la même chose aussi. Il y a un autre accord avec le World Economic Forum, le fameux WEF de Klaus Schwab. Il y a des accords comme ça qui se font gentiment les uns après les autres, qui ne sont même pas ratifiés par un parlement. Donc c'est purement l'exécutif qui décide vraiment de donner l'immunité juridique totale à des organisations. On avait déjà l'immunité diplomatique en Suisse. C'est très courant à Genève, c'est presque un problème. Mais là, on est vraiment dans quelque chose qu'on cuit gentiment. On parlait de l'OMS, et c'est vrai que l'OMS, typiquement, eh bien, à la base, c'est une agence de l'ONU. L'ONU, c'est normalement financé par les États. Et gentiment, on a le financement public qui vient s'adjoindre ici, qui vient prendre la place, et qui, effectivement, se retrouve dans une situation où, maintenant, aujourd'hui, on est de nouveau à la grande majorité ici, financé par des fonds privés. Donc on a ce principe de la grenouille qui se fait cuire gentiment et qui effectivement arrive à un moment où on est en ébullition, et c'est la difficulté, c'est-à-dire c'est toutes ces générations qui ont accepté ça, qui n'ont pas vu venir la chose, toute cette mise en place qui s'est faite très gentiment dans une illusion dans laquelle on a baigné, et aujourd'hui, eh bien, c'est un petit peu le dernier moment pour dire maintenant, il faut qu'on repense réellement notre citoyenneté, il faut qu'on repense notre vivre ensemble, comme disait Didier, dans la bienveillance, dans le partage et dans des choses qui soient
digne de notre humanité. Parce que sinon, à quoi sert l'humanité si c'est pour faire des choses comme ça? Si c'est pour faire une dictature mondiale, à quoi sert notre intelligence et notre humanité? Bien sûr. Et d'ailleurs, c'est souvent dans les grandes catastrophes qu'on retrouve cette bienveillance et ce partage. Alors, est-ce qu'on est vraiment obligé de vivre des catastrophes, ou est-ce qu'on serait capable de se réveiller avant? Je pense que ce sera pas avant le pied du mur. Enfin, je pense, hein, ou avant qu'on qu'on se prenne le mur sur la tête, oui. Oui, oui, c'est ça. Il y a aussi une question qui me taraude. Olivier en a brièvement parlé au début de l'émission. Cher Fred, nombre de ces résistants sont très malades aujourd'hui. Malades financièrement, moralement. Non, mais au niveau de leur santé, beaucoup ont un cancer, par exemple. Tout à fait. J'en suis un exemple. Vous-même, vous avez le cancer aujourd'hui. Voilà, tout à fait. Et malheureusement, c'est vrai que beaucoup de gens l'ont remarqué. De toute façon, c'est pas vraiment un secret. Et notre regretté Serge Rader, qui faisait partie de l'équipe, lui, il n'est plus là. Il n'est plus là pour en parler, mais sa disparition pour moi est plus que suspecte. Mais bon, on a aussi Madame Revesi, députée européenne. Oui, tout à fait. Puis il y avait aussi Mike, votre voix, récemment, donc sur Agora. Et puis voilà, il y a d'autres personnes, mais je ne vais pas parler pour elles parce que dans le souci du secret médical. Mais c'est vrai que on a des soucis de santé, des soucis financiers et des soucis moraux. Voilà. C'est vrai qu'ils arrivent, je pense, je ne sais pas encore exactement comment, à s'en prendre à nous. Les compteurs de vues, par exemple, c'est un des moyens. C'est-à-dire, vous voyez vos vidéos, elles font aucun résultat. En tout cas, c'est ce qu'on essaie de vous faire croire. Comme ça, allez voir ailleurs, il n'y a rien à voir. Donc, c'est une façon de faire, oui, tout à fait. Mais aujourd'hui, je me pose des questions par rapport au fait qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui ont des soucis de santé cher Fred, physique. Qu'est-ce qui vous fait tenir, vous vous avez le cancer, vous devez pointer toutes les semaines à un commissariat de police. Qu'est-ce qui vous fait tenir aujourd'hui? Ce qui me fait tenir, c'est justement la motivation des gens, ceux qui dans la rue vous disent « Ah, ne changez rien ». Alors moi, je suis pas une vedette, mais combien de fois j'ai déjà fait des selfies? Ça ne me convient pas du tout, parce que moi je suis pas Julien Clerc, c'est assez curieux. Mais c'est ça qui me fait dire que malgré les 4 ou 5 000 vues qu'on nous prête sur Odyssée, la réalité est ailleurs. Beaucoup de gens apprécient ce qu'on fait, et ça c'est notre moteur, c'est évident. Il faut pas se dire que quand on nous met un like, ça nous fait plaisir et puis c'est tout, au revoir. Non. C'est vrai que quand on a des commentaires qui parlent directement de nous, ça nous fait évidemment énormément plaisir. On ne vit que de ça. Puisqu'encore une fois, Jasper Madère, en tout cas pour mon compte, je travaille toutes ces vidéos avec un budget 0. Voilà. Donc ça, c'est une réalité. Sur Tipeee, on a un compte Tipeee, il est à 0. Donc, alors je ne dis pas, attention, je dis pas ça aux gens. Allez, il faut faire un effort. Non. On est à 0, mais on y arrive. Voilà. Donc, on est très content comme ça. Et pour nous, les commentaires, tous ces compliments, comme dirait un certain Dieudonné, tout ça est une nourriture pour nous. C'est vrai, c'est une réalité. Ça nous motive. Et puis, alors, d'un autre côté, c'est un petit peu différent comme démarche. La maladie, surtout quand elle est grave, nous aide à relativiser. Voilà. On se dit, qu'est-ce que j'ai encore à perdre? À foncer. Et c'est vrai que la maladie, plus que jamais, me motive à enfoncer le clou encore plus que jamais. Plus que jamais. Alors là, je suis extrêmement motivé. Et moi, je n'ai pas peur de tourner Macron en dérision. Voilà. Je sais qu'il y a des gens qui se sont retrouvés en garde à vue simplement en l'ayant traité d'ordure. Comme dirait Macron, qu'ils viennent me chercher. Ils viennent me chercher. C'est bien dit, ça. C'est pareil pour vous, cher Olivier? Dans le contexte. Moi, je crois qu'on peut pas attendre des autres ce qu'on n'est pas prêt à faire soi-même. Donc, dans ce sens-là, que si soi-même on n'est pas prêt à s'exposer, à prendre des initiatives, à aller chercher
cette vérité, à casser cette illusion, eh bien, on peut pas attendre des autres dans son fauteuil que les autres le fassent à notre place. Donc, je pense qu'il y a une question de responsabilité citoyenne qui est là. En Suisse, c'est vrai que le bénévolat est quand même quelque chose d'assez développé dans le sens où toute la politique est une politique mercenaire finalement. Donc, dans ce sens-là, eh bien, c'est pas forcément pour en tirer un revenu qu'on en attend quelque chose. Et donc, dans cet esprit-là, je pense que c'est vraiment une rééducation à faire, de ne pas laisser son pouvoir aux autres et de vraiment faire ce travail. Moi, personnellement, je fais pas du tout ça pour la gloire. Le plus on m'oublie, le mieux je me porte. Je ne cherche pas du tout le devant. Après, j'ai une expérience qui me permet d'être facilement devant, donc j'utilise aussi cette facilité pour, voilà, ce serait sinon un talent perdu. Mais le jour où il y a des gens mieux que moi, eh bien, tant mieux. J'en suis très content et je laisse volontiers ma place. On aspire, je crois, tous à vivre en paix. Je crois aussi, Didier en parlait, la spiritualité, je crois que c'est quelque chose d'essentiel aussi, de faire ce qui est juste. Quand on voit quelque chose qui ne fonctionne pas dans notre société, il faut le dénoncer. Se taire, c'est la pire des choses, c'est ça qui tue énormément de choses. On a besoin de lanceurs d'alerte, de gens qui prennent des risques. En Suisse, on a vraiment ce harcèlement administratif qui est une arme contre les résistants, parce que quand vous commencez à vous exposer, finalement, vous êtes un peu harcelé par différents services, et je pense que c'est la même chose dans d'autres pays, mais c'est une arme assez classique de recevoir des lettres d'avocats, de recevoir des choses comme ça. C'est des choses assez classiques qui, finalement, à un moment, peuvent vous submerger, peuvent vous mener à quelque chose où vous n'êtes finalement plus dans la santé, vous êtes un peu submergé par tout ça, et c'est vrai, c'est là que joue un rôle prépondérant, une certaine spiritualité, une certaine droiture, une certaine justesse dans ses engagements, permet de passer par ces chemins tortueux. Il faut savoir que il y en a qui ont perdu leur travail, il y en a qui ont été exposés vraiment méchamment dans les médias, j'en ai fait les frais aussi à mes heures. Voilà, tout ça, ça peut toucher. Il faut pas oublier que notre mission, c'est vraiment de construire un monde qui soit juste et humain. Et c'est à ça qu'on œuvre. Et c'est vrai que, comme disait Frédéric, eh bien, ça permet de relativiser. Et je pense que c'est ça notre force pour pouvoir tenir sur le long terme. Totalement. C'est un marathon, ça n'est pas un sprint. C'est vrai, c'est vrai. Mais faut dire aussi les choses aux gens, hein, c'est que ça va être très dur parce que en face, ils ont des moyens gigantesques, infinis, et ça ne se fera pas en un claquement de doigts. Mais je voulais poser une question à Didier. Il y a quand même un sujet dont Agora TV News s'est fait le bras-le-corps de dénoncer, c'est celui de la pédocriminalité. Et j'ai l'impression que la pédocriminalité, c'est le sujet tabou aujourd'hui pour ces élites. C'est un sujet mortel. C'est chaud. C'est très très chaud. C'est un sujet mortel. Ils veulent absolument pas qu'on en parle. Bon, alors, il faut savoir aussi que là, ça existe depuis des millénaires, mais que ça a pris une dimension commerciale. C'est-à-dire que maintenant, il y a des trafics qui sont organisés et ça rapporte des milliards. Plein d'autres choses aussi d'ailleurs. Donc, pour eux, il ne faut surtout pas en parler. Et d'ailleurs, les gens ne sont absolument pas conscients, puisque tant que nous ne sommes pas touchés par le mal, nous n'en prenons pas conscience. Je dis toujours que vous pouvez dire aux gens qu'il y a de l'électricité dans la prise, à la limite, ils ne vous croient pas parce qu'ils ne la voient pas, mais il faut, pour la sentir, il faut mettre les doigts dans la prise. Donc, je crois qu'il est malheureusement, aujourd'hui, l'humanité est dans un tel état qu'elle doit mettre les doigts dans la prise pour pouvoir comprendre ce qui se passe. Donc, la pédocriminalité, oui, on a même eu des tas de gens que je ne nommerai pas qui souhaitaient faire des émissions là-dessus, mais on savait aussi qu'en faisant ces émissions, d'une part, on se mettait en danger physique et on était sûr de voir la chaîne disparaître. Bon, elle a disparu à l'heure actuelle puisqu'on avait 3 ou 4 chaînes et qu'elles ont toutes été supprimées les unes après les autres. Il y en a même une qui a été supprimée soi-disant pour usurpation d'identité. Donc c'est hallucinant, je veux dire, il y a des excuses comme ça qui sont utilisées pour pouvoir nous empêcher de parler et nous empêcher d'exprimer des choses. Et en fait,
ceux qui censurent, ils rigolent parce que une grande partie de la population part du principe que ce que nous disons n'est pas vrai, que ce que nous disons est contraire à la réalité. Donc, à la limite, ils sont en train de dire, c'est normal qu'on les censure. Donc, ils font le jeu du censeur. Et un jour, ils se retrouvent en dictature totale et ils comprennent pas pourquoi, mais en fait, ils ont été les moyens que le censeur a utilisés pour mettre en place la dictature. Car nous sommes tous manipulables sans s'en rendre compte. Voilà. Donc, je reviens vraiment à cette compréhension qu'il est nécessaire d'avoir par rapport à une situation, c'est que oui, on parle pas de la pédophilie parce que il y a des gens qui en parlent et je pense que ça, on doit en parler en petit comité. Mais d'ailleurs, la loi qui a été passée en France, alors je l'ai pas suivie, peut-être que Frédéric en a, c'est qu'aujourd'hui, on peut même être condamné si on tient des propos diffamants ou contraires à la doxa, en petit comité chez soi. Il suffit qu'un copain nous dénonce en disant « Tu as parlé de criminalité lors de notre dîner en tête-à-tête, je t'ai dénoncé à la police ». On est en vrai pays soviétique, là, en France, là, si on regarde les lois qui ont été passées. Pour l'instant, on n'a pas ça en Suisse, ça pourrait arriver, mais il faut voir qu'on a toujours un temps de retard en Suisse. Mais quand on voit que des lois... Et on voit passer les textes de loi, je veux dire, ce ne sont pas des fake news, qui écrivent que si vous tenez des propos qui ne sont pas acceptés par, on va dire, l'État, le Soviet suprême, vous pouvez être incarcéré du jour au lendemain si vous êtes dénoncé par l'un des convives qui est autour de la table. C'est hallucinant. On se retrouve vraiment en pays soviétique. C'est ce qui s'est passé sous Staline et sous Lénine, où des milliers de gens sont partis au goulag. Ça risque de nous arriver. C'est comme France Inter, aujourd'hui, on le sait. Si vous avez l'intention de dire que le réchauffement sanitaire, c'est pipeau, vous ne serez pas invité à France Inter. Vous n'avez pas le droit de dire le contraire de ce dogme français qui dit que la planète se réchauffe et ça ne souffre aucune discussion. Donc, on en est là, et déjà en France. Donc, la directrice de France Inter l'a très bien annoncé. Si vraiment vous avez l'intention de dire que le réchauffement climatique, c'est bidon, ces gens-là, nous ne les acceptons pas. Écoutez, à France Inter. Cher Fred, la présidente de France Télé, Madame Delphine Ernotte, a dit que nous ne montrons pas la France qui existe, mais nous voulons montrer la France qu'on voudrait, celle que nous voudrions qu'il existe. Ouais. C'est quand même fou, ça. Ouais. Cher Fred. Oui. On y est déjà, finalement. Donc, c'est pour ça que je me permets d'enchaîner sur ce que dit Didier. C'est exactement ça. Comme en Russie. Et ils vont nous le faire avec la Terre plate aussi, Oui, bonne idée. Tant qu'à faire. Mais du coup, tiens, pour revenir à la pédocriminalité, Frédéric, ça c'est vraiment le tabou aujourd'hui. C'est le sujet que, dès que vous y entrez, c'est dangereux. Ah oui, c'est super chaud. D'ailleurs, c'est un sujet que personnellement je n'ai même jamais osé aborder. Par contre, je me suis déjà bien souvent posé des questions fondamentales que personne ne se pose. C'est qu'aujourd'hui, quand un enfant disparaît, il y a ce qu'on appelle un dispositif qui s'appelle alerte enlèvement. Et donc à la télévision, à la radio, avec une musique vraiment tenaillante, on vous annonce un tel enfant a disparu, etc. Et ça va arriver 1 ou 2 fois par an. Mais qu'en est-il des 40 000 disparitions, je dis bien 40 000 à peu près disparitions par an d'enfants, dont à peu près la moitié sont retrouvés et l'autre moitié, on ne sait pas ce que ça devient. Donc là, c'est des questions là qu'il faut vraiment se poser, de se dire ok, il y a d'abord eu l'affaire Grégory que tout le monde connaît. Après il y en a eu des plus récentes, bien sûr, où l'alerte enlèvement a d'ailleurs abouti à quelque chose de positif. D'ailleurs, c'était pas une coïncidence. Mais qu'en est-il des 20 000 ou 30 000 autres enfants qu'on ne reverra jamais et dont on ne parlera jamais? Alors que il y a d'autres enfants dont on parle toujours. Déjà, c'est des questions qu'il faut se poser. En ce qui concerne l'immigration, il y a eu énormément d'enfants immigrés qui sont arrivés en Europe et qui ont disparu quand même par dizaines de milliers. Ça, on n'en parle pas. Là aussi, on pourrait se poser des questions. Il y a des questions auxquelles il faut pas répondre.
et je vais m'arrêter là pour ne pas me faire écharper ou ne pas me faire suicider demain. Voilà. Bon, sachant que vous n'êtes pas suicidaire. Hein. Bon. Non, absolument. Je ne suis Voilà, pas vous ne l'êtes pas. Je le déclare. Voilà, haut et fort. vous le déclarez ici à l'antenne. Cher Olivier, là aujourd'hui, Agora TV News, comment, malgré la censure, comment vous travaillez, comment vous arrivez à être diffusé, comment vous arrivez malgré tout à continuer? Alors déjà, juste pour revenir sur le terme pédocriminalité, c'est vrai que c'était un terme nouveau et maintenant, je l'ai vu plusieurs fois dans les médias dits mainstream, dans la presse écrite. Donc, il y a quand même une évolution qui se fait en raison de tous ces médias alternatifs que nous sommes, que ce soit Agora TV ou Jasper Madère ou différents médias. Ça fait quand même évoluer même les médias dits traditionnels. Donc ça, c'est quand même à souligner. Je vois quand même une évolution du langage et du vocabulaire à ce niveau-là. Ça, c'est quand même intéressant. Après, c'est vrai qu'il y a des fois une débauche de moyens quand il s'agit de taire un sujet. Il y a cette fameuse omerta qui est là et elle est intéressante. Maintenant, comment est-ce que Agora TV travaille? Alors, c'est sûr qu'il y a d'autres plateformes comme Odyssée, comme Crowdbanker, comme Rumble qui est interdite en France. Bien sûr, il y a d'autres. Mais ça pose la question non seulement de la censure, mais aussi finalement d'un monopole. YouTube a de fait pris un peu un monopole du média en ligne. YouTube n'a que 20 ans, je rappelle. Moi, en 2000, quand je voulais diffuser une vidéo sur Internet, j'ai même un docteur en informatique qui m'a dit « Mais non, c'est pas possible, oublie, c'est pas comme ça ». Et derrière est arrivé YouTube. Ça a été une révolution. Aujourd'hui, c'est en plus un média qui est gratuit. Donc c'est vrai que à quelque part, on utilise un service gratuit, mais qui a un monopole. Donc il y a une véritable question politique qui se met en place ici et puis qui s'est mise en place rapidement. On a Twitter, X maintenant, qui promeut la liberté de parole. Alors est-ce que ce sera un média intéressant? Il est payant en plus. Alors bien sûr que ça implique de débourser quelques sous. Mais d'un autre côté, du coup, on paye pour un service. Donc, ce sera intéressant aussi de voir un petit peu cette évolution du média Twitter. On a vu l'interview de Poutine par Tucker Carlson, par exemple, sur ce média-là. Ça a fait quand même un effet au niveau de l'Amérique, si on prend les choses de manière un peu plus globale. Donc, je crois qu'on est dans une sorte de guerre de l'information. C'est des coups bas, c'est normal, des censures, c'est normal à quelque part. Bien joué, à moi maintenant, à toi. Et j'ai envie un petit peu de prendre ça comme un jeu. Je crois que notre travail ne s'arrête pas là. Nous devons nous former en journalisme pour avoir les standards des journalistes standards, pour arriver à ce niveau de pouvoir bien corroborer nos sources, d'avoir des choses qui sont sûres et certaines. C'est la difficulté typiquement avec la pédophilie, la pédocriminalité. C'est que même les tribunaux, on a du mal à savoir vraiment comment ça se décide, donc on est dans une grosse nébuleuse et dès qu'on aborde un sujet qui n'est pas exactement sourcé, un sujet aussi sensible, eh bien forcément c'est délicat. C'est important de l'aborder parfois, mais avec toutes les précautions qu'il faut. Et puis c'est important aussi de faire un travail de fond, typiquement sur des élections, sur ce traité de l'OMS, sur des sujets qui peuvent être documentés, de documenter sincèrement les choses. Je vois aussi une évolution auprès des résistants, des personnes qui font du journalisme, qui ont des chaînes Telegram, qui ont des choses comme ça, de citer leurs sources, de permettre en fait aux personnes non seulement de s'informer, mais d'aller s'informer à la source. Et bien ça, sûr. C'est plein d'évolutions positives que je vois. Donc juste pour terminer, ça ne se fera pas d'un claquement de doigts, vous disiez Mike. Je veux un peu réfuter ça. Je pense que les choses peuvent aller très vite. Et il faut pas. Dites-nous pourquoi ça pourrait aller très très vite. Moi, je pense que excuse-moi, Olivier, je voudrais renforcer ton discours en disant en utilisant ce que Frédéric a dit, c'est-à-dire que c'est toujours ensemble et regroupé. Si demain matin, les gens, parce que YouTube gagne de l'argent en mettant des publicités sur nos publications. Donc, si demain matin, tout le monde ne va plus, c'est le pouvoir du consommateur, c'est le pouvoir du citoyen. Si demain matin, plus personne ne va sur YouTube, YouTube s'effondre. Si tout le monde comprend qu'il faut aller sur Odyssée, mais là, il faut faire un effort, il faut changer ses habitudes. Comment faire pour que les gens aillent sur Odyssée? C'est un long travail, qu'il faut relayer à la fois quand on est sur le terrain, en disant allez sur Odyssée,
allez sur Rumble, allez sur d'autres chaînes, mais laissez tomber YouTube. Nous n'y allons plus. Et les gens ont l'habitude d'aller sur YouTube. YouTube, pour eux, c'est devenu la télévision. Donc, ils allument leur ordinateur, ils vont sur YouTube et ils cherchent ce qu'ils ont envie de voir. Parce qu'il y a un choix qui est exceptionnel. Odyssée est peut-être un petit peu plus complexe d'utilisation, donc automatiquement, ça leur demande de se réadapter. Mais je dis vraiment, nous avons un pouvoir. Si demain matin, on voulait, je prends un autre exemple, qu'une maison qui fait des pâtes ou du chocolat ou des confitures ou disparaissent, il suffit de ne plus acheter le produit. Si on veut que demain matin une marque automobile disparaisse, il suffit de ne plus acheter le produit. Donc on a un pouvoir en tant que consommateur. Surtout que Odyssée, j'y vais régulièrement, est quand même pas mal bien foutu. Enfin, n'a pas grand chose à envier à YouTube. Non, tout à fait. Mais je pense que ce sont les habitudes. Je faisais encore une émission hier sur cette notion d'habitude, c'est-à-dire que les gens disent je vais pas bien, j'ai pas le moral, mon business marche mal. Je dis ok, raconte-moi ta vie. Et en fait, les gens vivent dans l'habitude. Ils font sans arrêt la même chose. Si vous voulez que ça bouge, il faut bouger, il faut changer de contexte. Il faut. Je prends toujours les travaux de Philippe Guillemant ou d'autres là-dessus. C'est vraiment une histoire de vibration personnelle, de conviction, de vision d'un avenir possible qui fait que c'est vrai que ça arrive pas en claquant des doigts, comme disait Olivier, mais c'est nécessaire de se mettre en situation de ce que l'on veut vivre. Justement, par conséquent, aujourd'hui, comment on peut voir on va sur Odyssée, on voit Agora TV News. Vous diffusez régulièrement, vous avez régulièrement des émissions. Expliquez-nous un peu. Olivier, je te laisse la parole. Non, mais je pense que plus globalement, donc Agora, on fait tout ce qu'on peut. On est tous des bénévoles, on avance les choses. Des fois, on a des studios, des fois, on a des rencontres, des fois, il y a beaucoup de manifestations qui permettent de diffuser beaucoup. Moi, j'essaye de faire toujours un travail de fond qui prend du temps. Je suis beaucoup aussi dans des choses qui sont assez confidentielles, donc on ne peut pas toujours publier. J'ai développé, par exemple, les interviews où je me filme moi pour pas qu'on voie mon interlocuteur avec un faux nom. Comme ça, il n'y a même pas le risque que je ne floute pas la personne. Il y a vraiment cette protection complète de la personne. On est toujours à l'affût, effectivement, de lanceurs d'alerte internes qui puissent amener des informations, parce que c'est ça qui va briser un petit peu le modèle actuel, je pense aussi. Mais si on pense plus largement, je pense qu'on a trop laissé de pouvoir justement aux entreprises commerciales. On en a parlé avec l'OMS, qui maintenant est financé par des fonds privés. Mais YouTube, même Odyssée, même toutes ces entreprises, à un moment, si elles grossissent, elles risquent aussi d'être mises sous tutelle. On voit TikTok en Amérique, qui maintenant, tout à coup, risque d'être banni s'il n'y a pas un changement des actionnaires. Donc, on a cette difficulté venant de l'État. Et quand on a un État typiquement comme la Suisse, qui prend des redevances pour la radio-télévision, qui interdit la censure, dans quelle mesure est-ce qu'un État ne devrait pas, avec les impôts aussi, tout ce qu'ils encaissent, ne devrait pas à un moment dire « Ok, c'est à nous aussi de mettre des plateformes qui soient efficaces pour ces médias alternatifs ». Ça ne sera pas forcément pour diffuser l'anniversaire du petit dernier qui a fêté ses 5 ans. Par contre, pour donner l'accès à des médias qui permettent une diversité des opinions, une diversité de l'information et une largeur d'information. C'est une réflexion qui doit être menée au niveau politique, et elle ne sera pas menée comme ça spontanément par les politiciens, c'est pas dans leur intérêt. Donc c'est vraiment à nous les citoyens de formuler ce genre de projet, de l'apporter aux décideurs politiques pour leur dire mais voilà, il faudrait peut-être penser à ça, de mettre ça sur la place publique. En Suisse, on a par exemple l'initiative nationale qui est un outil très intéressant, mais à des échelles plus petites, on a des initiatives cantonales qui sont possibles. Et tout ça, même si ça n'aboutit la plupart du temps pas, ça permet quand même de mettre le débat sur la place publique. Merci, cher Olivier. Il nous reste 3 minutes. J'aimerais vraiment que là, on puisse parler d'Agora. La prochaine émission d'Agora, c'est quand? Quel est le sujet? Quels sont les invités? Alors pour oui, vas-y, Frédéric. C'est court. Pour Jasper Madère,
on essaie vraiment de s'y tenir une par semaine. Donc le samedi. Ah oui, matin, Jasper Madère nouvelle aussi vidéo. sur Odyssée, c'est ça? Voilà, donc sur Odyssée, sur la chaîne d'Agora. Voilà. Donc systématiquement, et donc on essaie de faire en sorte vraiment d'en faire une tous les samedis matins avec l'actualité en cours. Voilà, D'accord, donc essentiellement. je vous ai fait louper une émission aujourd'hui. C'est ça? Eh bien non, parce que je l'avais préparée avant. Donc Ah, d'accord, très bien. Elle est passée ce matin sans problème, et elle est en ligne. Bon bah génial. Donc ce matin là, au moment où on vous parle, il y a une émission de Jasper Madère sur Odyssée Agora TV News. Olivier, prochaine émission. Alors, on a beaucoup de choses en stock, Allez-y. beaucoup d'interviews en stock. La difficulté aussi, c'est pas seulement de faire l'émission, c'est le montage, de faire un montage qui soit propre, qui soit dynamique, qui soit intéressant. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on attend de pouvoir diffuser et qui seront diffusées prochainement. Mais je vais pas vous donner les dates On pour est pas plus- vous faire attendre. Pour Oui, rien non plus. on est plus une chaîne, j'allais dire, d'opportunités, c'est-à-dire qu'on réagit sur des sujets brûlants. Il y a des gens très discrets qui ont des informations tout à fait intéressantes, comme le disait Olivier, qui spontanément donc, viennent vers allez nous. sur Agora TV News. Et comment vous soutenir? Dites-nous. Ah bah, on a besoin évidemment de gens qui connaissent la technique et qui peuvent nous donner un coup de main. On a pris une grosse claque parce qu'évidemment les chaînes ont été supprimées de YouTube, donc il faut se relancer sur Odyssée, sur les autres réseaux. Donc on a vraiment besoin, pour nous soutenir, c'est vraiment d'aller nous retrouver sur Odyssée et les autres Donc allez, supports. merci à vous les amis. Allez, il nous reste 25 secondes. Allez sur Odyssée Agora TV News. Allez-y, vous y trouverez d'excellents contenus et de la vraie information. Merci, cher Didier Renac, cher Olivier, cher Fred Chaumont. Merci à vous d'avoir été présents ce matin. Merci à toi. Et sachez que Merci, vous Val. aurez toujours notre soutien. Allez, passez une bonne journée Merci et nous on se beaucoup. retrouve la semaine prochaine, même endroit, même heure. Salut, ciao.